Bonjour tout le monde. Je dois dire que je suis très heureuse d'avoir la chance d'être devant vous et de parler d'un sujet qui me tient à cœur, la formation. Et avant même de débuter ma présentation, j'aimerais revenir un petit peu sur mon parcours de carrière qui va vous faire réaliser pourquoi, à quel point pour moi la formation c'est important, à quel point je considère que ça peut avoir un impact sur la qualité des données, sur la stratégie même de maintenance de vos entreprises. Moi, comme ça a été dit précédemment, j'ai commencé par faire un bac en enseignement. Par la suite, je suis allée étudier en informatique, mais toutes mes études, je les ai faites parallèlement à ma carrière de mécanicienne dans les forces armées. Donc, j'étais mécanicienne, je suis familière avec la maintenance. À la fin de mes études en informatique, j'ai laissé la mécanique pour joindre une équipe d'informatique dans une grande entreprise qui s'apprêtait à implanter SAP. Ça fait déjà plus de 20 ans de cela. Donc, j'ai intégré cette équipe-là. Puisqu'on s'en allait sur l'implantation des SAP, ils m'ont dit, bien, écoute, Annie, tu vas aller te perfectionner dans SAP. Donc, je suis encore allée étudier un peu dans SAP pour comprendre la programmation, la configuration. Je suis revenue dans l'entreprise et pendant une dizaine d'années, j'ai supporté mes collègues, j'ai supporté l'entreprise au niveau programmation, développement de rapports, mise à jour des données, ainsi de suite. OK? Donc, puis durant cette dizaine d'années-là, mon patron venait souvent me chercher pour me demander d'aller supporter des utilisateurs. Donc, puis c'est comme ça que je me suis aperçue qu'on pouvait avoir le plus beau système au monde, que si les gens n'étaient pas formés, si les gens ne connaissaient pas le système, n'étaient pas capables de l'utiliser, c'est dommage, mais ça ne servait à rien ou on n'arrivait pas à utiliser l'outil à son plein potentiel. Donc, après 10 ans dans la programmation, j'ai quitté ce domaine-là pour aller me joindre à l'équipe de STI Maintenance qui avait déjà une équipe eux-mêmes de formation Maximo, mais on a parti une équipe de formation SAP. Donc, puisque, évidemment, STI Maintenance se dédie à la maintenance industrielle, moi, ça faisait mon affaire, la mécanicienne en moi connaissait bien le sujet, donc je pouvais donner de la formation, je travaillais encore en informatique, puis je retrouvais mes anciennes amours, la mécanique. Donc, ça fait maintenant 12 ans que je me dédie quasiment uniquement à élaborer des programmes de formation SAP, à diffuser de la formation, à coacher des gens, supporter des gens. Puis évidemment, avec le temps, on se développe une équipe qui est capable de répondre à la demande parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc, de là, mon choix de sujet, de vous parler, de vous rappeler. C'est un sujet qui peut paraître beaucoup moins technique, mais non moins important. Puis j'étais vraiment très heureuse d'entendre la conférence qui était juste avant moi, qui a soulevé vraiment l'importance aussi de la formation sur le succès de leur déploiement. Donc, allons-y. Premièrement, avant même de parler de formation, souvent on dit que on se demande pourquoi il y a des implantations de GMAO qui ne fonctionnent pas bien, okay, qui ne fonctionnent pas. Malheureusement, il y a comme un petit peu de légende urbaine autour de ça qui ont la peau dure. C'est que souvent, les gens vont penser qu'en installant un GMAO dans leur entreprise, que c'est un peu comme une baguette magique. Maintenant, ça va bien aller en maintenance. Bien non, un GMAO, ça va vous supporter dans vos actions de maintenance, mais ça ne va pas faire la maintenance, ça ne va pas planifier la maintenance, programmer la maintenance. Il faut quand même y mettre un peu d'huile de coude dans tout ça, d'accord? Ce n'est pas une baguette magique. Le GMAO qui changera la culture de l'entreprise, ça non plus. Si avant, vous ne faisiez pas de planification, vous n'aviez pas de processus bien défini, ainsi de suite, ce n'est pas l'installation d'un GMAO qui va faire en sorte que vous allez vous mettre à faire de la planification. En amont, il faut vraiment mettre en place des bonnes pratiques de planification. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser l'outil
pour programmer, planifier, préparer vos calendriers autant hebdomadaires que les calendriers de préventif, le calendrier de maître, ainsi de suite. Donc, il y a quand même du travail à faire avant. La bonne information est dans le GMAO. Bon, évidemment, les bonnes données, il faut que les gens y mettent du sien, il faut prendre le temps de rentrer les données, des données de qualité si on veut pouvoir les utiliser pour sortir des KPI, pour pouvoir faire de l'analyse, ainsi de suite. Ça ne vient pas tout seul, les données. Ça prend vraiment, c'est chacun des utilisateurs qui doit aussi y mettre l'effort. Ensuite, oui, moi, je parle de formation aujourd'hui, mais la formation, ça ne veut pas nécessairement dire qu'une fois qu'on a suivi une formation, qu'on devient tout de suite compétent. Okay? C'est avec le temps, avec l'essai, avec la pratique qu'on devient bon. Okay? La formation, ça met la table, ça va vous aider, ça va vous guider, ça va vous soulever là, vraiment dans vos compétences, mais vraiment, il faut quand même prendre le temps de l'utiliser, puis on va avoir besoin de coaching, il faut se donner le temps. Donc, ici, OK, un autre petit rappel, c'est qu'avant, OK, quand on parle qu'un GMAO, ce n'est pas une baguette magique, c'est qu'avant même l'arrivée des ordinateurs, vous savez, on en faisait là, on faisait de la planification, puis on n'avait pas de système informatique. Donc, il faut se rappeler qu'un GMAO, c'est vraiment un outil qui nous supporte dans la planification de notre maintenance, dans la stratégie de maintenance qu'on veut mettre en place dans notre entreprise. Alors, pourquoi un GMAO? Je vous pose certaines questions. Donc, au début, on avait fait un petit sondage par téléphone. Bon, on a décidé de mettre ça en question, puis on a dit, on va leur faire bouger un peu, on va leur faire lever la main. Puis, j'aimerais savoir un petit peu qui pense que pourquoi un GMAO? Est-ce que ça fait un GMAO? Est-ce que c'est fait pour traiter un gros volume de données? Est-ce qu'on va implanter habituellement un GMAO pour répondre à ce besoin-là? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui diraient que oui, effectivement? Oui, quand même, on a plusieurs mains. Bien, effectivement, GMAO, ça va nous permettre, évidemment, si on faisait tout ça encore sur papier, dans des Excel à côté, ainsi de suite, ça va nous faciliter le traitement de données en gros volume. Ensuite, le GMAO amène une amélioration des pratiques de maintenance. Okay. Oh, tu sais, ça a parti de l'autre côté de maintenance. Est-ce que vous croyez que le GMAO va amener une amélioration des pratiques? Là, ça, c'est une petite question piège, OK? Ça va vous aider à mettre en place, à apporter oui, évidemment, des améliorations, mais ça ne va pas les amener par magie, OK? Fait que si, dans la culture de l'entreprise, on ne fait pas beaucoup de planification au départ, ça ne va pas, ce n'est pas parce que je l'installe mon GMAO que ça va arriver. Mais ça va vous donner les outils pour mettre en place la pratique, d'accord? Ensuite, permet des processus plus structurés. Je n'ai pas beaucoup de mains levées, mais pour ceux qui lèvent la main, effectivement, ça va vraiment nous aider. Les processus, d'avoir des processus bien structurés, ça va nous aider vraiment dans les différentes étapes là, de notre processus de maintenance. Puis finalement, la dernière facilite l'analyse de données. Bien, écoutez, effectivement, oui, ça devrait nous faciliter la vie de ce côté-là. Maintenant, ça, je l'aime bien, cette image-là. Là, je la trouve vraiment très, très, très représentative parce qu'on parle souvent d'implantation de GMAO, mais parfois, j'ai plus l'impression, moi, quand je me promène dans des entreprises, que ça a plus été planter un GMAO. Okay? Donc, planter un GMAO, c'est on installe le logiciel dans le serveur. On va faire une petite formation générique là, initiale. On forme à la presse les gens. Puis, si possible, pardon, on va transférer des données de l'ancien système dans le nouveau système. Puis on se dit, bon, OK, on est prêt à fonctionner. Mais ça, c'est planter un GMAO, d'accord? Quand on parle d'implantation de GMAO, OK, à ce moment-là, il devrait y avoir des activités, puis on les a bien vues là, dans la présentation précédente, puis j'étais vraiment très heureuse de voir cette présentation-là. Je trouvais qu'elle s'accordait très bien avec la mienne. C'est qu'il devrait, au préalablement, OK, avoir des activités de gestion de changement. Donc, préparer nos utilisateurs à qu'est-ce qui s'en vient. Ça va être quoi le système? De pas
avant même qu'ils soient mis en place, leur dire qu'il s'en vient un nouveau système, ça va ressembler à quoi? Est-ce que ça va les impacter dans leur rôle? D'accord? Fait qu'on prépare le terrain. Est-ce qu'il y aura des nouvelles activités à faire qui vont être liées avec ce système-là? C'est important, s'il vous plaît, il ne faut pas sous-estimer là, les activités de gestion de changement. Ça peut avoir tout un impact sur la réussite d'une implantation. Donc, la formation en amont, quand je dis la formation en amont, okay, pour l'équipe de projet de l'entreprise, souvent ce que j'ai vu, c'est qu'on implique, bien absolument, c'est certain qu'on va impliquer des gens de l'entreprise dans le processus d'implantation. Donc, on va leur dire, bien, toi, tu vas être impliqué dans le nettoyage des données, dans la validation des données, la qualité du logiciel, ainsi de suite. Le problème, c'est que souvent, les gens ils ne savent même pas à quoi il va ressembler le logiciel, ils n'ont pas été formés. Puis là, on leur demande de valider les données dans le système. Bien, ils ne connaissent pas les menus. Fait que la validation, elle se fait un petit peu, elle n'est pas biaisée, mais elle ne sera pas faite de façon optimale. Ce que je vois aussi, c'est que les gens vont me dire, écoute, moi, avoir su que ça se présentait comme ça, dans SAP, Annie, la structure des équipements, si on me l'avait expliqué avant, si on m'avait formé là-dessus avant, bien, j'aurais peut-être travaillé ça autrement. Mon fichier de conversion avec mes données, j'aurais peut-être décortiqué là, mes équipements de façon différente si on m'avait expliqué ça avant. Mon plan d'entretien, je l'aurais pensé autrement si on m'avait expliqué que la finalité dans SAP, ça allait être ça, que ça allait être représenté comme ça. Mais là, il est comme trop tard. Il n'est jamais trop tard pour refaire les choses, mais de profiter de l'implantation des données de conversion pour tout de suite mettre les données droites, c'est génial. Quand il faut refaire par la suite, bien, des fois, les gens sont un petit peu déçus. Fait que prenez le temps, les gens que vous allez intégrer dans vos équipes d'implantation, de les former, de leur donner un peu de formation. On n'est pas obligé d'aller en détail de comment créer un plan d'entretien, mais leur expliquer comment c'est monté, comment c'est représenté une structure d'équipement dans SAP, et ainsi de suite. Bien, ça vaut la peine, puis c'est payant de le faire en amont. Ensuite, la validation de la qualité des données. Okay, on s'assure effectivement là, d'avoir une bonne validation de données. Oui, dans les menus, dans les fichiers de conversion, mais pensez aussi, je donne un in version française, anglaise, espagnole. Souvent, les gens qui vont être impliqués dans la validation vont peut-être l'équipe projet vont peut-être l'avoir fait dans leur environnement anglophone, mais finalement, moi, mes utilisateurs, ils vont l'utiliser en français. Puis là, quand ils vont ouvrir les menus, là, bien, ce n'est pas les bonnes données, ou ça va être vide, puis ainsi de suite. Fait que là, on a des surprises, puis des fois, on a des surprises de dernière minute ou post-implantation. Fait que pensez, OK, à chaque langue. Ensuite, moi, j'aime bien ça, c'est un point que je sais que vous allez peut-être dire, elle a ses lunettes roses, mais de se garder de la flexibilité dans les dates de livraison, le Go Live. Je vois des gens, des fois, on s'est dit, on fait l'implantation le 1er septembre. Mais là, finalement, bien, il y a eu des délais sur... on a eu des petits bugs avec la configuration, des délais sur le transfert des données, des délais sur la validation de qualité de la qualité des données. Ensuite, bien, ça fait que ça a impacté le temps qu'on avait prévu pour la formation. Fait que là, la formation est plus courte, où il y en a beaucoup moins, ou des fois, il n'y en a plus. Puis, on se dit, bien, écoute, là, c'est le 1er septembre, finalement, la moitié de mes usagers est en vacances, on n'a pas pu les former. Mais non, on s'était dit que c'était le 1er septembre. On implante le 1er septembre. Bien, c'est sûr qu'on peut avoir, ça aurait peut-être été plus sage de dire, bien, on devrait peut-être s'asseoir pour voir la possibilité de peut-être repousser un petit peu ce Go Live-là pour s'assurer qu'on va livrer de la qualité. Parce que des usagers qui se ramassent devant un système qui est un peu tout croche, c'est difficile après ça à ramener la confiance. D'accord? Mais je suis consciente que ce n'est pas toujours aussi facile que ça de changer les dates, mais je me permets de le dire ici aujourd'hui. Puis finalement, bien, oui, la formation, super importante, OK, mais aussi, faites attention, ça ne veut pas dire parce qu'on donne de la formation aux gens qui vont devenir tout de suite compétents là, dans les premières journées, dans les semaines qui suivent. Là. Ça, c'est avec vraiment la pratique qu'on va devenir meilleur, qu'on deviendra compétent dans le système.
Oups, là, je n'étais pas sur le bon bouton. On ne recommencera pas quand même ce qu'on a dit avec le temps qu'on a. Donc, maintenant, je voudrais vous faire juste un exercice facile. Prenez-vous un crayon, un morceau de papier quelque part et j'aimerais que vous écriviez votre nom à l'envers. OK, moi, c'est Annie Bouchard. Bien là, on va partir de la dernière lettre, puis on va finir avec la première. D'accord? Je vous donne quelques secondes pour le faire. Oui, j'ai la voix qui me... J'ai un très bon assistant. Donc, j'aimerais que maintenant que vous me disiez un petit peu le résultat, comment vous vous êtes senti, est-ce que ça a bien été, est-ce que ça va aussi bien à l'envers qu'à l'endroit pour écrire votre nom? Puis si je vous demande tout de suite de réécrire votre nom, est-ce que vous aurez tout de suite le réflexe de l'écrire à l'envers? Je voudrais juste avoir une ou deux petites répliques là-dessus, comment vous êtes senti. Vous êtes timide, messieurs? Le résultat n'est pas super? Bien, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, si vous me dites que ça a super bien été, que ça va aussi bien à l'envers qu'à l'endroit, bien, je vais peut-être vous traiter de menteur, OK? Mais c'est juste pour vous rappeler que quand on implante un nouveau système dans une entreprise, il faut se rappeler que les gens étaient déjà souvent habitués à un système, qui travaillent avec depuis longtemps. Il y a des gens même qui se considéraient les gourous du système en entreprise, puis tout d'un coup, on travaille avec un nouveau. Donc, ça va prendre un certain temps à reprendre le dessus là-dessus, de prendre confiance dans ce nouveau système-là, de prendre l'habitude de travailler dans le système. Donc, il faut être quand même tolérant envers les gens. Mais pour les aider, là, c'est de là qu'arrive la formation. Comment on va les aider à ancrer ces apprentissages-là? Bien, c'est premièrement en leur offrant l'occasion de recevoir une formation là, de qualité. D'accord? S'assurer qu'avant la formation, il y a eu effectivement les activités de gestion de changement. Moi, comme formateur, ça m'est arrivé là, fréquemment d'arriver dans des groupes, puis que là, je leur dis, bon, écoutez, messieurs, maintenant, on va voir comment compléter la feuille de temps sur les ordres de travail. Ah, mais nous, non, on ne fait pas ça, des feuilles de temps ici sur les ordres de travail. Oui, mais à partir de maintenant, vous allez devoir compléter votre temps dans une feuille de temps qui va être liée à des ordres de travail. Ah non, non, nous, Annie, on ne fait pas ça ici. Bon, là, moi, j'ai 3 heures pour les former, mais je suis en train de dealer la crise qu'on aurait dû dealer avant. Fait que là, on se ramasse avec le gars du syndicat, le directeur qui arrive. Non, les gars, ben oui, mais non, mais moi, je ne ferais pas ça, c'est pas vrai. Bon, fait que finalement, on avait 3 heures, on a dépensé 2 heures à faire de la gestion de changement, puis on se ramasse avec 1 heure de formation. Puis les gens, quand on ne les a pas bien informés avant, bien, c'est ça, sont moins enclins à écouter la formation puis à être présent finalement d'esprit. Avoir un programme de formation par rôle. Si vos processus sont clairs, ça va être facile d'élaborer des programmes de formation par rôle. C'est-à-dire, normalement, je dois avoir un programme de formation pour les planificateurs, un pour planificateur ordonnanceur, un pour le superviseur, les gens de plancher, mécano, électro, un surintendant, ainsi de suite. On s'assure d'en avoir un par rôle qui va répondre aux activités de chacun. OK? On ne fait pas un melting pot de tout le monde. C'est vrai qu'il y a des cours généraux qu'on pourrait mêler la population, mais il faut s'assurer d'avoir un programme par rôle. Le déroulement de la formation, il faut s'assurer aussi qu'il soit adéquat. Ça veut dire que les durées soient adéquates. C'est certain que parfois, moi, j'en aurais pour disons, un contenu de 3 jours. Il faut que je vois la création des plans d'entretien, donc les gammes opératoires. Il faut voir la documentation importée, les documents, revoir la structure des équipements. Là, j'en aurais pour 3 jours, mais on me dit, ben Annie, il faudrait que tu montes ça dans une journée. Bon, OK, déjà, c'est pas super. Fait qu'il faut s'assurer, OK, que ce soit pas trop long, pas trop court aussi, pour voir toute la matière qu'on doit couvrir. Parfois, par contre, c'est plus payant, je vous le dis, d'avoir une courte période avec peu de participants que d'avoir une longue période avec plusieurs participants. Fait que d'avoir une journée avec 15 gars versus peut-être 3 heures avec 2-3 participants, souvent même, c'est plus payant. OK? Donc, ça, on le revoit avec chaque entreprise.
s'assurer qu'il va y avoir de la pratique, pas juste de la théorie, pas juste des diapos comme je fais avec vous aujourd'hui, d'avoir l'occasion de faire participer les gens, d'avoir une salle adéquate avec des portables qui fonctionnent, un environnement de formation où ils vont pouvoir pratiquer. OK? On ne veut pas juste leur donner de la théorie, on veut tout de suite qu'ils s'immiscent, qu'ils aient l'occasion de pratiquer. Ça va les aider, là, vraiment, c'est prouvé à ancrer les apprentissages. D'accord? La pratique, c'est essentiel. Ensuite, le mode de diffusion, c'est sûr que... c'est tout en bas un petit peu, mais c'est pas grave. Le mode de diffusion, tout dépendamment, OK, de la clientèle, des sujets, des fois, c'est préférable d'être en présentiel, mais parfois, il peut y avoir des sujets qu'on se dit, bien ça, on pourrait les aborder avec des formations à distance. Fait comme ça, je vais pouvoir parler une petite capsule sur laquelle je parle de l'ordonnancement, que j'ai un planificateur à Rimouski, à Saint-Constant, au Lac-Saint-Jean, je pourrais faire une formation à distance de courte durée, puis ça pourrait fonctionner. Fait que ça dépend toujours des sujets, puis de la clientèle. Il y a aussi parfois des capsules préenregistrées qui pourraient faire. On se dit, bien, pour les notions générales, comment créer des favoris, comment grossir ses caractères, bien, pourquoi pas faire une petite capsule qu'on pourra rendre accessible aux gens à ce moment-là, qui pourront regarder. Ça va faire partie du programme de formation. Des fois, ça peut même servir d'introduction à une future formation. Donc, juste un petit rappel, justement, pourquoi mettre tout ça en place quand on a de la formation, de la pratique, prendre en considération le programme de formation? Bien, je vous rappelle que l'oubli, c'est vraiment, on ne peut pas y passer, on ne peut pas passer à cause de ça, OK? Donc, moi-même, quand je donne la formation, les gens me disent souvent « Annie, je n'arriverai pas à me rappeler de tout ce que tu me dis. » Bien, c'est normal, c'est la nature humaine d'oublier. En passant la porte, tu vas déjà être en mode oubli. OK? C'est prouvé qu'après même une journée une journée après la formation, on a quasiment déjà oublié 50 de la formation. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de pratiques. OK? Plus on oublie, bien, plus on a tendance à retourner dans nos anciennes habitudes. Donc, on va mettre en place, d'accord, des outils pour nous aider à la rétention de l'information. Fait que ça, je me dis justement, lors des formations, on s'assure d'avoir des exercices pratiques. Puis je vous le dis, si vous devez faire former vos gens, vous pouvez les demander aux formateurs, c'est quoi ton plan de cours? Est-ce que tu vas avoir 120 diapos, puis un exercice ou pas d'exercice? Est-ce que tu as prévu des exercices pratiques? Demandez-le. Là, c'est tout à fait normal et légitime de demander le plan de cours à un formateur. Ça va être quoi sa méthode? Qu'est-ce qu'il va voir comme contenu? Puis ça va être quoi sa méthode? Donc, beaucoup de pratiques durant les formations, mais aussi par la suite aux formations officielles que les gens ont reçues, d'accord, de penser à faire des séances de coaching, des séances de rafraîchissement. C'est sûr que là, quand on parle de déploiement, on a conscience qu'il y a beaucoup de formations qui se font en amont, avant le go live. Fait qu'on forme vraiment beaucoup, mais par la suite, de prévoir des petites séances de rafraîchissement, bien, c'est essentiel. Les séances où les gens vont pouvoir poser des questions, où on va revoir des petites notions qu'on a peut-être déjà vues, mais qui, c'est loin, je n'ai pas eu l'occasion de les pratiquer, ou des notions qu'on va venir ajouter. D'accord? Fait qu'on fait ça, là, c'est essentiel d'en prévoir. Moi-même, quand je donne la formation, sur les plans d'entretien, comment les créer, comment les modifier. Bien, par la suite, bien, je prévois des séances de coaching avec les participants. OK, tu as un plan d'entretien à créer. OK, on va s'asseoir ensemble. Maintenant, on prend une demi-heure en ligne ou en présentiel si je suis dans le coin. OK, tu en montes un, tu veux que je te supervise, vas-y. Ou, oui, je vais le vérifier avec toi. Tout est beau, bravo, tu as des questions. On passe à travers, ça peut être de courte durée, mais ça rapporte beaucoup ces séances de coaching-là. Aussi, dans les entreprises, les gens vont souvent utiliser les utilisateurs clés, ce qu'on appelle les super users, des gens qu'on a identifiés dans nos équipes, qui ont une facilité avec l'informatique, qui ont une facilité à coacher les gens, ainsi de suite, qui vont recevoir souvent plus de formations que prévu pour être prêts à coacher les gens. Donc ça, le principe est super bon, sauf que je mets un petit bémol là-dessus. C'est que premièrement,
demander aux gens si ça les intéresse. Ce n'est pas un rôle qu'on peut imposer à quelqu'un parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie d'être super utilisateur, puis de se faire déranger, puis de devoir coacher des gens. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise là-dedans. Aussi, une chose, c'est que des fois, on demande à des gens qui sont débordés, qui ont de la misère à terminer leur semaine de travail, de devenir super utilisateurs. Et là, imaginez-vous qu'en plus de toutes leurs tâches, ils vont recevoir des appels, ils vont devoir se déplacer pour aller aider leurs collègues. Là, ça devient une source de stress pour eux et ils vont complètement abandonner ce rôle-là. Fait que soit prévoir dans leur tâche de travail, tu vas être super utilisateur, mais ta tâche de travail pour un certain temps, peut-être qu'on va te la diminuer de peut-être un 10 15 parce qu'on va prévoir que ce temps-là, tu vas le dédier à aider tes collègues de travail, à répondre à des questions, à aller dans l'usine, à aller à côté du poste commun puis aider les gens. Fait que pensez à ça parce que sinon, je vous le dis souvent, la recette du super utilisateur, elle tombe à l'abandon. OK? Délaissée justement parce que les gens n'ont pas le temps de le faire. Fait que finalement, les conditions gagnantes là, de la formation, c'est d'avoir un programme de formation qui répond aux besoins des rôles, OK, puis des responsabilités des usagers. On l'a bien dit avant dans la présentation, avant, on a formé les mécanos, les électros, sur certaines notions. On a formé les planificateurs, oui, sur la planification, l'ordonnancement, ainsi de suite, les techniciens sur d'autres notions. Fait que c'est important d'avoir des formations par rôle. Une documentation, support de qualité, OK, puis surtout accessible. Souvent, je vais dans des entreprises, les gens disent, bien là, on n'a rien. Finalement, il y en a de la documentation support, c'est juste qu'ils ne savaient pas qu'il y en avait, puis ils ne savaient pas comment y accéder. Fait que c'est important de communiquer, s'il y en a, de communiquer aux usagers. Ensuite, d'avoir des formateurs qualifiés, évidemment, pour les sujets qu'ils doivent aborder. Moi, c'est certain, ça fait 23 ans que je travaille avec SAP. J'ai fait pas mal le tour, OK, des sujets. Fait que c'est certain que moi, souvent, je vais m'occuper d'un groupe technique, d'un groupe où des planificateurs, des techniciens, je vais aborder toutes sortes de sujets plus pointus, mais quelqu'un qui doit aller former des mécanos, des électros qui vont apprendre à faire des avis, des ordres de travail, faire une feuille de temps. On ne demandera pas nécessairement les mêmes qualifications, mais on s'assure juste que le formateur qu'on va mettre en place soit qualifié et soit assez à l'aise dans son sujet pour donner la formation, parce que ça peut faire perdre confiance là, à des usagers. S'assurer qu'il y a des périodes de pratique, des scénarios, de la pratique, beaucoup de pratique. Ensuite, bien important, puis ça a été dit dans la présentation précédente aussi, oui, il y a la formation en temps de projet d'implantation. Là, on donne un blitz de formation, mais par la suite, c'est important que ce programme-là reste vivant. Il faut se rappeler qu'il va y avoir des nouveaux usagers qui vont arriver par la suite. Un nouveau planificateur, un nouveau mécano, un nouveau technicien qui arrive, bien lui, là, il faut le former sur notre nouveau système. C'est beau le doublage, là. Souvent, on va se dire, bien, je vais le mettre en doublage 2 semaines avec un planificateur déjà sur place. Mais le planificateur qui est là, ce n'est pas nécessairement un formateur. Il va passer par les notions qu'il a besoin de voir présentement cette semaine. Il va dire, clique ici, clique ici, clique ici. Puis là, le gars, il dit, bien là, moi, il m'a dit de cliquer là, de cliquer là, de cliquer là. Pourquoi je clique là, je ne sais pas. Des fois, j'oublie un clic. C'est quoi l'impact de l'avoir oublié? Je ne sais pas, mais à un moment donné, ça va me péter dans la face, c'est sûr. Fait que faites attention. Le doublage, c'est un peu comme le coaching. C'est complémentaire à la formation. OK? Fait qu'il faut, même que où je travaille, moi, je travaille beaucoup là, dans les alumineries par chez nous. Puis, il a fallu dire aux conseillers formation à un moment donné, écoutez, la formation GMAO, ça devrait faire partie du pédigré des formations qu'un nouvel employé reçoit. Je reçois un nouvel employé, il y a ses formations sécurité, ses formations sur les bonnes pratiques de ci, de ça, le site. Bien, il va avoir aussi sa formation sur le GMAO qui fait partie des formations obligatoires à son